Mon livre qui mêle basket et pop culture, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, sort le 19 mars, mais pour lui donner de la force, vous pouvez déjà le précommander partout. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, sans ça, toutes les infos sont dans la description. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui rend fou tout le monde en ce moment en NBA, le tanking. Petite mise au point, la semaine dernière, vous aviez voté et ce sujet était arrivé en numéro 1 sur Instagram, et pourtant je l'avais pas traité. Ouais bon, j'avais bossé trop à l'avance et ça m'a joué des tours, tant pis pour moi. Et puis tant pis pour vous aussi, désolé pour ça, alors pour éviter que le karma me chope, j'ai décidé de me rattraper. Vous voyez, vous pouvez compter sur moi, alors vous, si vous voulez continuer à voter pour les sujets, vous vous rappelez, c'est sur Instagram que ça se passe, la plupart du temps le week-end. Alors abonnez-vous là-bas si ce n'est pas encore fait, et tant qu'à faire, pensez aussi à vous abonner ici sur YouTube. Mais ouais, aujourd'hui, le tanking, même s'il nous pourrit la vie, est toujours au cœur des débats, et c'est normal, parce que la NBA rend ça logique pour certaines teams. Parce qu'à partir du moment où perdre peut t'aider, faut pas se voiler la face, certains vont le faire. Aujourd'hui donc, on va chercher des solutions pour garder l'équilibre de la ligue, tout en essayant de limiter le tanking qui clairement, sur les fins de saison ces dernières années, rend la NBA toxique. De mon côté, je me suis renseigné, j'ai beaucoup lu, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais aussi pas mal de choses bancales. Par contre, tout ça, ça m'a permis de penser, de réfléchir à un truc qui, selon moi, mériterait d'être creusé. Alors, quelle est la solution miracle pour limiter ce foutu tanking en NBA? Installez-vous bien, on parle de ça tout de suite. Le tanking dans la NBA d'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est devenu bien plus qu'un simple bruit de fond. Avant, tu pouvais te dire, bon, certaines teams sont nulles, c'est la vie, elles sont limitées mais elles font de leur mieux. Là, le souci, c'est que justement, une grosse proportion de teams un peu condamnées ne fait plus aucun effort. En fin de saison, tu vois des rotations cheloues, des décisions de coach qui tombent pile au mauvais moment, et quand tu payes ton League Pass pour regarder un cirque pareil, ça peut très vite devenir hyper frustrant. Et ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas juste un délire de puriste, c'est un phénomène qui, pour moi en tout cas, est en train de flinguer tout le plaisir. Et même la ligue l'assume, on a arrêté de faire semblant. Adam Silver a reconnu que certains comportements allaient trop loin, et il y a déjà eu des sanctions. Utah a été ciblé pour une gestion de fin de match jugée problématique, et une enquête a été lancée sur la blessure de Markkanen. Même chose pour les Pacers, concernant la disponibilité de leurs meilleurs joueurs. Quand la ligue intervient pour ce genre de truc, c'est que ça sent pas bon, c'est qu'il y a un vrai souci. En même temps, je comprends, les fins de saison deviennent horribles parce que le tanking pourrit certains matchs qui devraient compter. Perdre parce que t'es faible, c'est le sport, mais quand t'as l'impression que c'est complètement organisé, ça fait vriller tout le monde, moi y compris. Bref, faut agir contre cette mascarade et je suis pas le seul à penser ça. Aux États-Unis, beaucoup déjà se sont penchés sur le sujet. Le problème, c'est que les solutions que j'ai trouvées, même si j'arrive à comprendre leur essence, je les trouve pas vraiment ouf. À chaque fois, je trouve qu'il y a de vraies limites. Donc d'abord, on va parler de tout ça, c'est une espèce de cheminement, parce que justement c'est ça qui m'a amené à la piste à laquelle j'ai réfléchi. On en parlera ensuite, bien sûr, elle ne va pas effacer le tanking par magie, je vous préviens tout de suite, mais au moins, elle peut drastiquement changer les mauvaises habitudes. Et surtout, on remet l'éthique de la compétition au cœur du débat, gagner ne doit pas devenir un handicap. Actuellement, le tanking est rationnel pour une raison toute bête. La draft récompense les bilans faibles, et permet à la ligue de garder un équilibre sportif. Mais tant que perdre augmente tes chances de récupérer un franchise player, certaines équipes acceptent un présent moche pour un futur énorme. Et comme les premiers choix sont tirés au sort entre les équipes qui ratent les playoffs, tu te retrouves avec une tombola. Un peu cadrée, oui, mais une tombola quand même. Le cœur du truc, il est là. Faire exprès de perdre, ça t'aide. Et même si ça permet au système de fonctionner, je trouve ça pas normal. Alors pour limiter ça, en 2017, la ligue a décidé de réduire les chances du pire bilan de choper le first pick. Là, les trois pires équipes ont la même chance de récupérer le premier choix de draft, 14% chacune, donc la course hystérique à être la pire du pire a un peu perdu de son intérêt, c'est vrai. Sauf que ça ne supprime pas la carotte, ça la rend juste moins facile à attraper, parce qu'un pourcentage de 14 sur un joueur qui peut changer ta trajectoire, ça reste énorme dans la tête d'un front office. Puis tu ne joues pas seulement le first pick avec le tanking, tu joues la certitude de choisir très haut, dans la zone où potentiellement tu vas trouver plus facilement des joueurs et des rookies capables dans l'avenir de changer ta franchise. Ça pousse les front office à devenir des machines dénuées d'émotion, dénuées de volonté de compétition, et c'est bien ça le souci. Parce qu'un top pick, c'est pas juste un bon joueur, c'est un joueur très fort, jeune, avec un salaire raisonnable. Dans la NBA moderne où le salary cap te prend à la gorge, ce genre de contrat, c'est de l'or. Tu obtiens potentiellement une production de star au prix d'un joueur normal, et quand tu es coincé dans le ventre mou sans superstar, avec l'impression que gagner 6 matchs de plus ne change rien, l'idée devient tentante. Est-ce qu'on choisit un court terme correct, ou est-ce qu'on maximise la probabilité de tomber sur le mec qui peut tout rebrancher ?
Perso, dans un tel système, mon choix serait vite fait, et la réforme partait d'un bon sentiment, c'est sûr, mais avec presque 10 ans de recul maintenant, force est de constater que ça n'a pas changé grand chose. Tant que perdre te permet d'obtenir un boost considérable, tu auras toujours des équipes qui vont jouer avec ça. Et il est là le problème, si tu veux homogénéiser la ligue, c'est normal d'essayer d'aider ceux qui perdent le plus. Parce que si tu files des top picks à des équipes qui gagnent déjà, tu risques de creuser un fossé encore plus gros. Parce qu'il faut penser à ça, une ligue déséquilibrée c'est une catastrophe en termes de suspense, d'incertitude et donc de business. C'est bien pour ça que ce système de loterie existe, mais le souci c'est qu'il est en train de tout fausser. Le tanking moderne c'est ça, pas forcément on est nul, mais plutôt on gère, et quand je dis on gère, vous voyez très bien, fin de saison, les joueurs majeurs disparaissent du paysage, soit ils sont au repos, soit ils jouent, mais on les sort au moment où le match est encore serré, et c'est ça qui met le feu, parce que c'est plus juste un manque de niveau, c'est une intention qui se voit, et finalement, ça aussi c'est mauvais pour le business. Et vous inquiétez pas, la NBA le voit très bien, ça a quel intérêt de suivre un match dont le résultat est pipé d'avance. Si tu donnes l'impression de truquer une fin de match pour la draft, tu touches à un paramètre sacré dans la NBA, l'intégrité de la ligue. Du coup, les fans râlent, à juste titre, et la NBA dans cette situation ne peut plus fermer les yeux. Parce qu'un tanking que j'appellerais un tanking naturel, celui qui n'est pas voulu, qui est fait par une équipe jeune et limitée, qui fait de son mieux mais qui n'y arrive pas de soucis, ça fait partie du sport. Mais un tanking forcé, provoqué par des shutdowns de stars anticipés et des rotations complètement suspectes, ça je suis désolé, mais ça change ma perception. À l'ère de la diffusion mondiale et d'un écosystème où chaque match est monétisé, la confiance devient centrale. Si trop de rencontres donnent l'impression d'être gérées pour perdre plutôt que pour gagner, l'expérience des fans, des partenaires et même des joueurs est affectée. Et une ligue qui vend chaque soirée comme un événement ne peut pas se permettre que 10 ou 15 matchs de fin de saison ressemblent à des parodies. Là on n'est plus juste sur une stratégie sportive, on est sur un sujet d'image et de confiance envers la ligue d'Adam Silver. Le commissionneur n'a donc plus le choix, il ne peut plus faire l'autruche. C'est pour ça qu'en ce moment, avec ses associés, il se penche sur des pistes concrètes. Et c'est bien de ça que je veux parler. Voilà, pour commencer, à partir de maintenant, ces idées, je vais les analyser et je vais essayer de vous donner mon sentiment à leur propos. Alors on y va, et la première, évoquée par Silver lui-même, pourrait faire l'effet d'une bombe. Supprimer la draft, direct. Plus de classement inversé, plus de récompenses pour les équipes qui perdent le plus. Les rookies seraient directement mis sur le marché en mode free agency et ils choisiraient eux-mêmes leur destination en négociant comme des agents libres. Mécaniquement, tu casses le lien le plus toxique du système. Perdre ne te donne plus un accès privilégié aux meilleurs prospects. Tu ne peux plus te dire, allez, on encaisse une saison horrible, mais derrière, on récupère le jackpot. Et c'est justement pour ça que cette idée revient dans le débat, parce que quand Adam Silver dit qu'il faut envisager des solutions très fortes en re-questionnant même le processus de la draft, c'est là que tu comprends que plus rien n'est tabou. Et je comprends pourquoi certains envisagent ça comme une solution ultime, même si elle est drastique. Au moins, le tanking disparaît complètement, ça n'a plus d'intérêt. Sauf qu'en faisant ça, pour moi, on l'évoquait plus tôt, tu crées d'autres problèmes immédiats. Les gros marchés pourraient largement être avantagés, et d'autres, plus petits, pourraient vite être défavorisés et tomber dans l'oubli. Quel rookie, d'eux-mêmes, voudrait signer à Minneapolis ou à Milwaukee, par exemple, quand t'as justement Los Angeles, San Francisco ou New York qui s'intéressent à toi? Alors oui, vous allez dire que les petites franchises pourraient compenser avec les dollars, et c'est sûr que si tu files 40 millions par an à un rookie, peut-être que oui, il sera d'accord pour aller s'isoler dans une ville qui n'attire personne, mais si le Jazz doit payer ses rookies 3 fois plus cher que ce que les Knicks les payent, là encore c'est injuste. C'est pour ça que même si j'entends parler souvent de la solution du hard cap bien vénère, ça ne me suffit pas. Ça va ouvrir la porte à des contacts officieux, des promesses cheloues, des trucs un petit peu fake ou corrompus, j'aime pas. En mode, ok, on te paye moins, mais si tu viens chez nous, dans notre belle et grande ville, on te filera tel et tel avantage. C'est nul. Aujourd'hui, la draft garantit qu'un talent générationnel puisse potentiellement tomber dans une franchise en galère, et c'est ça que je trouve cool. Sans draft, certains petits marchés pourraient rester coincés longtemps dans les bas-fonds, sans pouvoir faire de promesses sur le cadre ou le mode de vie. Alors si l'idée de supprimer la draft et donc le tanking peut sembler sexy au premier coup d'œil, je pense qu'il ne faut pas la suivre. Elle présente trop de soucis et trop de contre-indications pour l'équilibre de la ligue. C'est pour ça que d'autres solutions ont été creusées, comme celle que j'appellerais de la police des stars. L'idée elle est simple à comprendre et franchement elle part d'une bonne intention. Le tanking moderne ce n'est pas toujours on est nul, c'est souvent on met la star au frigo, on gère la disponibilité des meilleurs, on coupe leurs minutes au moment où ça sent les matchs serrés et on laisse le résultat nous échapper. Donc la ligue se dit ok, si on empêche ça, on tue le tanking le plus visible. C'est exactement l'esprit de la Player Participation Policy, encadrer le repos, éviter les matchs où l'affiche perd tout son sens, protéger le fan qui a payé sa place ou son League Pass et limiter les abus en fin de saison. Et vraiment je le pense, contre les abus les plus visibles, ça peut être utile. Le souci c'est qu'ensuite, tu rentres dans une guerre de cas particuliers et là bon courage parce que tu peux à peu près tout justifier. Rien ne sert de régler un souci si pour au final c'est pour en créer 3 nouveaux. Même les idées de bonus de minutes ou d'obligation de présence sur certains matchs, ça finit par pousser les franchises à jouer avec les frontières. On adapte les statuts, on ajuste les rapports, on fait du micromanagement pour être dans les clous. Tout ça au final ça agit sur la vitrine, ça rend le tanking moins insultant à l'œil, c'est vrai,
vrai, ça limite les shutdowns trop gros, sauf que ça ne touche pas la carotte structurelle. Tant que perdre te donne un avantage statistique vers un haut pic, certains ne vont pas hésiter à le faire. Je veux bien entendre que depuis, la NBA a mis l'obligation de jouer au moins 65 matchs pour pouvoir toucher aux récompenses de fin de saison, et pourquoi pas. Certaines stars pourraient ne pas apprécier d'être mises sur la touche alors qu'elles veulent jouer, pour choper un award, et potentiellement un meilleur contrat ensuite, ou des contrats publicitaires, en tout cas un bonus financier. Mais soyons honnêtes, une équipe qui tank, généralement, les récompenses, elle s'en fout, et les joueurs aussi, de toute façon ils y prétendent pas. Puis tant qu'il suffira qu'un coach mette un joueur pendant 30 secondes sur le terrain pour que ça lui compte un match, ça ne réglera rien, c'est la même chose au final, et certains en ont bien profité par exemple pour prolonger leur série, ils ont pas vraiment joué les matchs, ils sont juste rentrés au début puis sont sortis rapidement. Alors une autre piste que j'ai beaucoup entendue, ça pourrait être de figer la loterie au moment de la trade deadline, de manière anticipée donc. Ainsi, saboter les 2 derniers mois de la saison n'apporterait plus rien, et ça n'aurait aucun sens. Ça, à mon avis, c'est séduisant parce que c'est facile à comprendre. Le souci, c'est que tu déplaces le problème. Au lieu de tanker en avril, certaines équipes vont tanker dès le début de la saison et ça pourrait être encore pire. Alors si cette solution dégrade encore plus les choses, faut pas la suivre. Du coup, vient maintenant une solution qu'on entend encore pas mal de fois, celle du lissage sur plusieurs saisons. Pour résumer, ce serait de prendre en compte les bilans des 2 dernières saisons pour élaborer les probabilités de la loterie. Cette idée du cumul sur 2 saisons comme en WNBA, elle répond à un truc très concret. Empêcher le tanking opportuniste, celui où tu choisis une saison pour t'écrouler, tu prends ton jackpot et tu repars. Si tes chances sont calculées sur 2 ans, tu dois assumer ton choix plus longtemps. Tu dois expliquer 2 saisons de galère, 2 saisons où tu vends un projet, 2 saisons où tu tiens un vestiaire. Et ça, mécaniquement, ça rend la stratégie plus coûteuse en termes d'image, de développement et de relations avec les fans. Pour le moment, je vais le dire, dans toutes les solutions que j'ai lues, c'est celle qui me paraît la plus cohérente. Et si 2 ans ça vous paraît peu, pourquoi pas on pourra encore durcir le truc et pousser ça sur 3 ou 4 saisons. Sur le papier, plus tu allonges cette durée et plus tu écrases le tanking opportuniste. Parce que ouais, impossible de tanker 4 ans de suite pour choper un gros pic sans te tirer une balle dans le pied. Mais le prix à payer, il est énorme. Tu peux punir des équipes qui s'effondrent malgré elles, une star qui se barre, une avalanche de blessures, une fin de cycle mal gérée, et boum, tu te retrouves à traîner ce boulet dans le calcul pendant 3 ou 4 ans. En faisant ça, tu te prives de la fonction essentielle de la draft, le côté rampe de relance, qui même en cas de gros pépin te permet de te relever rapidement. Donc le dilemme, il est simple. Supprimer le tanking opportuniste, mais ne pas pénaliser une équipe qui, elle, va s'écrouler pour de vrai. C'est pour ça qu'après réflexion, 2 ans, je pense, pourrait être le compromis qui ferait le moins de dégâts. Le problème, c'est que connaissant certains GM, j'ai peur que 2 ans de tank, ça n'effraie pas grand monde. Du coup, là aussi, on est sur une piste qui potentiellement pourrait empirer les choses parce qu'on allongerait la durée de certains tankings. C'est pour ça que je passe à la piste suivante, une idée que les analystes américains appellent la règle anti-boucle. L'un des gros problèmes du tanking, c'est qu'une équipe peut le faire année après année, saison après saison, et ne jamais s'en sortir. Tu cumules des campagnes horribles, et ton objectif, c'est de multiplier les gros pics pour te relancer à l'avenir. Donc certains se sont dit, ok, il faut juste empêcher une équipe de choisir dans le top 4 trop souvent. Ça vise les rebuilds qui s'éternisent, ceux où une équipe donne l'impression de vivre dans la loterie comme dans un appart bien douillet. Pour concrétiser le truc, par exemple, une équipe qui a choisi dans le top 4 de la draft, on pourrait ensuite la sortir de la loterie pendant 1 ou 2 ans. En mode, ok, on t'a donné un gros rookie, maintenant t'arrêtes les conneries et tu construis tout de suite quelque chose de sérieux. Tu développes tes jeunes, tu recrutes mieux et surtout tu arrêtes de vivre dans l'attente du prochain sauveur. Why not, ça peut parler à pas mal de monde, sauf que le truc, encore une fois, à mon avis, c'est que ça peut vite devenir dangereux. Parce que tu peux punir une franchise qui s'écroule sans l'avoir voulu, avec des blessures, une fin de cycle, un vestiaire qui implose, que sais-je. Et là, si tu lui dis « Désolé, t'as déjà eu ton top pick, donc l'an prochain tu es restreint », tu ralentis une reconstruction légitime. Et tu peux même créer un effet pervers. Si une équipe sait que le top 4 n'est accessible qu'une année sur 2, elle peut tanker encore plus fort l'année où c'est possible, parce que c'est une fenêtre à ne pas manquer. Donc tu réduis peut-être la fréquence, mais tu risques d'augmenter l'intensité, et ça c'est pas ouf. Alors pour finir avec toutes les pistes que j'ai lues, celles que j'ai découvertes dans mes recherches, je vais évoquer la solution que je trouve la plus fun, celle d'un draft tournament. L'idée est limpide. Au lieu d'avoir une fin de saison où certaines équipes n'ont plus qu'un seul objectif caché, perdre proprement, tu crées un enjeu positif. Tu prends les équipes qui ne vont pas en play-off, tu leur donnes un mini-tournoi et tu lisses tournoi à l'ordre de la draft. Résultat, on retrouve des matchs qui comptent, des équipes qui jouent pour gagner, pas pour gérer. Et pour nous, les fans, on rallume le League Pass en se disant « Ok, ça c'est une vraie soirée NBA ». Et sur le principe, je vous le dis direct, je kiffe cette idée. Parce que ça change complètement le réflexe mental. Tu ne récompenses plus la défaite, tu récompenses la compétitivité. Une équipe qui finit 9ème ou 10ème, au lieu de lever le pied, peut se dire « On a un dernier objectif clair, améliorer notre sort en gagnant ». Tu rends le tanking beaucoup moins logique parce que tu remets une carotte sportive au bout. Et même côté ligue, c'est parfait pour l'image. Tu vends un événement, tu donnes un cadre, tu transformes une période toxique en période divertissante. À ce moment-là, le débat n'est plus qui va discrètement descendre dans les classements, c'est qui va se battre pour remonter. Sauf que là encore, il y a un énorme
énorme piège qui peut littéralement exploser l'équilibre de la ligue. Un tel tournoi, ça voudrait dire que pour obtenir un bon pick, t'es obligé de le gagner. Une équipe vraiment éclatée au sol n'aurait donc aucune chance de le remporter et donc de choper un bon choix de draft. Du coup, ça voudrait dire que les teams les plus mauvaises restent au fond, et ça pourrait être dramatique. Tu avantages les équipes moyennes, tu oublies les plus nuls et tu crées un fossé immense. En gros, en quelques mots, une équipe qui perd pourrait se retrouver au fond du gouffre pour toujours si elle n'est pas localisée dans un gros marché. Si ta ville n'attire aucun free agent et que tu peux pas te relever via la draft, tu fais comment au bout d'un moment? Donc oui, l'idée est cool, mais avec un tel système, tu crées une injustice monstrueuse pour les équipes les plus mauvaises, et ça tu peux pas. Pourtant j'ai l'impression qu'il y a un truc qui pourrait accélérer cette piste, les rumeurs d'expansion. J'en ai parlé il y a 15 jours, vous irez voir la vidéo si vous voulez. La NBA a officiellement lancé une analyse sérieuse du projet via les propriétaires avec des comités dédiés. Rien n'est encore acté, il n'y a pas de vote final, pas de calendrier gravé dans le marbre, mais le chantier est ouvert. Et pourquoi je vous reparle de ça? Parce que si l'expansion a lieu, une NBA à 32 équipes, ça te donne un 16+16 hyper simple à prendre en main. Surtout que pour moi, un bouleversement comme une expansion, ça peut aussi être le moment parfait pour repenser le système. Et si tu gardes l'idée du tournoi, ça paraît easy. Tu prends comme en ce moment les 16 meilleurs pour les playoffs traditionnels et tu prends les 16 qui ne participent pas à la post-season justement pour participer au draft tournament. Sauf qu'on l'a vu et c'est bien le problème, et c'est bien pour ça qu'à mon avis ce ne sera pas pensé comme ça, le tournoi peut créer de grosses inégalités. Cependant, cette idée je la trouve tellement cool que je n'ai pas voulu totalement la mettre de côté, et c'est bien de là que provient la piste à laquelle j'ai pensé. En d'autres termes, vous l'avez compris, il est enfin temps de vous présenter mon délire. Mon modèle, ce serait 100 boules mises dans une urne pour tirer au sort qui draft en premier. En gros, plus t'as de boules, plus t'as de chances d'avoir le premier choix. Sur ces 100 boules, la moitié vient du classement pour protéger les plus faibles, comme actuellement. L'autre moitié vient des résultats du draft tournament. Et là, tu changes le calcul. Perdre peut te donner des chances, mais ça ne suffit plus. Après, je vous le répète, on est en total fantasme pour l'instant. Faut faire preuve d'imagination. En tout cas, pour continuer à vous présenter mon système, je vais l'imaginer dans une NBA à 32 équipes parce que c'est plus simple. Du coup, d'un côté, tu gardes l'essence du système actuel. Tu prends les 16 teams qui n'ont pas fait les playoffs. L'équipe avec le pire bilan, tu lui donnes 8 boules, la suivante 7, puis 6, puis 5, puis 4, etc. Plus tu te rapproches de la zone des playoffs, plus ça se réduit. On distribue 50 boules de cette façon. Chaque boule, ça représente 1% de chance. C'est plus simple comme ça. Ça garde l'ADN. Les plus faibles ont une base solide, point. Cependant, arriver dernier ne te donne que 8% de choper le first pick. Un chiffre qui me paraît quand même hyper faible pour tout miser sur le tanking. En gros, sacrifier une saison exprès pour seulement 8%, c'est un peu naze. Mais si tu te foires complètement, tu gardes quand même une chance de te relever. Sauf que là, j'ai parlé que de 50 boules, alors que j'évoquais qu'il y en avait 100 au total. Alors du coup, la deuxième moitié, on en fait quoi? Tu les répartis comment? Eh bien, elle est là pour faire le contrepoids. Et là, encore une fois, je veux quelque chose de simple à expliquer. Peut-être que les pourcentages, ce sera plus pensé que ça, mais au moins ça donne un exemple qui est facile pour illustrer. Mais bref, pour revenir à cette deuxième moitié, c'est easy. Tu organises un tournoi entre les 16 équipes qui font pas les playoffs, et ensuite, plus tu vas loin, et plus tu obtiens de boules. En gros, si tu sors au premier tour, tu ne repars pas les mains vides. Tu prends une petite boule, histoire que le tournoi ne devienne pas une sanction. Si tu avances, ça monte. Perdre en quart te rapporte plus, perdre en demi encore plus. Et évidemment, finaliste et vainqueur, c'est là que tu prends le jackpot. Dans mon exemple, le vainqueur du tournoi prend 12 boules à lui tout seul, le finaliste 8 et les demi-finalistes 5 chacun. Donc gagner des matchs en avril, ça peut vraiment compter. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi parce que ça implique énormément de dynamique. L'équipe qui gagnera le tournoi aura sûrement le plus de chances de remporter le first pick, c'est vrai. N'empêche que l'équipe qui finira avec le pire bilan de la saison ne sera pas non plus complètement lésée. Prenez un cas concret, l'équipe la plus faible, celle qui finit dernière, si elle se fait sortir direct du tournoi, elle garde quand même son socle, 8 boules de classement, plus une de plus, même si elle perd au premier tour. Elle n'est pas condamnée. Mais une équipe plus moyenne, disons une équipe qui finit vers la 22e place, peut faire basculer son destin si elle joue le jeu et qu'elle gagne le tournoi. Elle cumule ses boules de classement, même si elles sont modestes, et elle ajoute ses boules de tournoi qui, elles, peuvent être plus conséquentes. Résultat, tanker volontairement, ça ne te donne plus le jackpot, mais juste une part. Et c'est ça qui m'intéresse, tu changes complètement la mentalité et les calculs des front office avec ce système. Si ce tournoi fonctionne comme les playoffs qu'on connaît actuellement, tu as tout intérêt à éviter la dernière place du classement. Ça voudrait dire que pour le tournoi, tu n'auras pas l'avantage du terrain et qu'au premier tour, tu risques d'affronter une équipe bien meilleure que toi. Quand tu sais que le tournoi peut t'apporter jusqu'à 12 boules contre 8 si tu termines dernier de la saison, ce serait quand même une erreur de vouloir tanker à tout prix, je pense. Autant donner la priorité au tournoi et tenter de le disputer dans les meilleures conditions possibles, avec l'avantage du terrain et avec un tableau qui est potentiellement avantageux. Et ce qui est sûr, c'est que mieux tu seras classé en saison et plus tu as de chances d'obtenir ça. Sachant que même sans parler de le gagner ce tournoi, même si tu passes qu'un seul tour, ça peut être tout bénef parce que tu passes d'une boule de tournoi à 4 d'un seul coup. C'est vraiment avantageux.
Pas besoin de remporter le tournoi donc pour en tirer un bénéfice, juste d'essayer de passer le plus de tours possible pour augmenter ses chances à la draft, et cumuler avec les boules qui seront récupérées en saison en fonction du classement inversé. C'est ça qui me plaît dans ce système, c'est que t'as tout intérêt à quand même gagner un maximum de matchs pour augmenter tes chances à la draft. Et même si en faisant de ton mieux tu finis dernier de la saison et tu perds au premier tour, tu conserves quand même 9% de chances de récupérer le first pick, c'est pas nul. En vrai, plus j'y pense et plus je me dis, au moins au premier abord, que ça pourrait être un bon compromis. Tu peux même garder le play-in si tu veux, ça ne change rien. Dans une NBA à 32, il y aura toujours 16 équipes qui ne feront pas les playoffs, ça revient au même. Puis si l'expansion vers une NBA à 32 teams met du temps, ou que ça n'arrive jamais, peu importe, on peut toujours s'adapter. Il y a d'autres solutions, il suffit de faire un tournoi de draft à 14, c'est possible, j'ai aucun souci avec ça. Tu prends la meilleure équipe de chaque conférence éliminée lors du play-in et tu les qualifies directement au deuxième tour du draft tournament, c'est réglé. Maintenant, je me rends compte, un tel système c'est peut-être complexe à mettre en place ou à envisager. Et surtout, j'espère que je l'ai bien expliqué, j'ai essayé d'être pédagogue, parce que sinon vous allez être perdu. Mais pour moi, c'est lisible, chaque équipe a tant de boules pour son classement en saison et tant de boules pour ses résultats au tournoi de draft. Tu les cumules et ça te donne ton pourcentage de chance de choper le first pick. Pour les choix suivants, même chose, tu enlèves toutes les boules de l'équipe qui a été sélectionnée pour le first pick et ensuite tu refais un tirage au sort pour le pick numéro 2. Pour moi, c'est simple, mais au cas où j'ai pas été suffisamment clair, je vais essayer d'illustrer avec un exemple de cette saison. Prenons une équipe comme les Wizards par exemple qui en ce moment se retrouve en bas de la conférence Est. Dans le système actuel, ils ont un intérêt évident à descendre dans le classement. Chaque défaite, c'est une probabilité de meilleur pick. Mais dans mon modèle, non. Si Washington finit 27ème par exemple et pas 30ème, les Wizards n'auront que 5 boules, contre 8 pour le 30ème. Cependant, au premier tour du draft tournament, ils affronteront une tête de série moins forte et il leur suffira de passer un tour pour obtenir 4 boules supplémentaires, avec derrière un espoir de bon parcours et de faire encore mieux. En gros, arriver dernier, ça augmente tes pourcentages dans les boules de classement, mais ça te pénalisera pour obtenir des boules dans le tournoi. Même chose pour une équipe type Atlanta par exemple, qui pourrait finir autour de la 18ème place en NBA cette saison. Si les Hawks échouent au play-in, il n'y aura pas de play-off pour eux, et vraisemblablement pas de bon choix de draft dans le système actuel. C'est ce qu'on appelle le ventre mou. Dans mon système, l'équipe n'obtiendrait qu'une seule boule de classement, mais aurait une vraie chance d'en choper 8-12 de plus dans le tournoi avec un tableau favorable. Là aussi c'est ce que j'aime bien, ça pourrait permettre à certaines équipes qui aiment trop squatter dans cette zone d'enfin sortir de ce fichu ventre mou. Au lieu de les voir tanker à partir du mois de février pour choper un bon pic, on les verrait au contraire essayer de s'accrocher pour obtenir le meilleur tableau possible en vue du tournoi. Dit comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que des avantages ou presque, et que ça mérite d'être creusé. Puis même rien qu'en termes d'image et de business, ça me semble cohérent. Ça peut donner envie à tous les fans, sans exception, de continuer à suivre leur team après février, même quand elle perd, plutôt que de transformer cette période en film d'horreur. Si ce tournoi, qui peut être réalisé en parallèle des playoffs, relance l'intérêt des fans entre février et avril, c'est jackpot. Les fans sont hypés, les diffusions télé augmentent, la NBA s'en met plein les poches et tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Maintenant, c'est vrai que ça donne moins de chance aux équipes mauvaises de se relancer vite, et c'est un problème, j'en suis conscient. Mais mine de rien, grâce aux boules relatives au classement, ces teams ne sont pas non plus totalement laissés pour compte. Ensuite, c'est sûrement plus complexe que je l'imagine à mettre en place un tel modèle, et ce n'est pas parfait. Ça rajoute des matchs, il y a toujours un risque de fatigue ou de blessure, et il y aura toujours forcément une part de calcul pour obtenir un meilleur seed. Tout ça, ça représente de vraies limites. Cependant, dans ce système, gagner redevient plus rentable que perdre, et ça, à mon sens, ça doit rester l'essence de ce sport. Voilà le bilan, ne pas non plus jeter complètement sous le bus les équipes les plus en difficulté, mais tout de même valoriser la gagne. Ça pourrait à la fois réduire le tanking, rendre la fin de saison moins chiante à suivre, et surtout nous apporter un nouvel événement qui potentiellement pourrait être super fun à suivre. Maintenant j'en ai parlé, il y a des limites, et même avec ça, le tanking ne disparaîtra pas complètement, j'en suis conscient. Mais si ce plan permet à l'intégralité des équipes de vouloir jouer davantage pour gagner que pour perdre, eh bien déjà, à mes yeux, ce sera une vraie victoire. Mais ouais, vous en pensez quoi de ce modèle que je vous ai proposé? Il y en a un autre qui vous hype plus, ou alors est-ce que vous en avez imaginé un qui pourrait tout régler? J'ai hâte d'avoir vos avis, vos idées et vos retours dans la section commentaires à ce propos. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, pensez à la booster et même à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous remercie et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux sondages sur Instagram.